Bonsoir, nous sommes le 24 avril, nouvelle édition du 7-8, l'actu, 18h si vous nous rejoignez en direct et au cours du prochain quart d'heure. Il sera notamment question de la déclaration d'impôt 2013, également de l'ouverture ce week-end des prairiales à Montigny-le-Bretonneux, manifestation solidaire. Et puis les images de la future préfecture des Yvelines, les travaux qui viennent tout juste de débuter. Mais tout d'abord, retour sur ce déplacement de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Fioraso. Hier après-midi, mercredi, elle était à l'école polytechnique pour poser la première pierre de futurs laboratoires de sciences. L'occasion aussi pour elle de saluer la grande université Paris-Saclay qui va prendre forme dès cet automne. Et pour TV Fil, elle est revenue sur la situation de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La crise budgétaire est passée, mais il y a des efforts à faire. Elle s'explique au micro de Catherine Zulato et de Mickaël Jarry. Ce que j'ai voulu, c'est d'abord rassurer les étudiants et les familles. Donc pour cela, nous avons d'abord versé 800 000 euros pour assurer le paiement des salaires, puis 2 600 000 d'euros, ce qui ne même pas rien, en avance remboursable, pour, là encore, assurer la pérennité de l'université. Mais nous avons aussi demandé des efforts. 15 000 étudiants, plus de 40 sites d'implantation de cette université. Ça n'était vraiment pas possible, d'autant que certains de ces sites sont remplis seulement pour le quart. Donc le quart des bâtiments. Donc il y avait une rationalisation opérée, il y avait des PPP à renégocier, il y avait un sérieux budgétaire à rétablir, et puis il y avait un accompagnement et une formation à la fois de l'équipe de gouvernance et puis de l'équipe de direction. C'est ce que nous avons fait. Le délai, ce sera 2 ou 3 ans, sera le temps nécessaire au redressement. Et les premières économies annoncées ne passent pas du côté des étudiants, notamment celles concernant les bibliothèques, avec un budget de fonctionnement de presque 60 000 euros contre les 165 000 demandés par les organisations étudiantes qui siègent au conseil d'administration. Plusieurs conséquences sont à attendre, à commencer par la fermeture tous les samedis de l'ensemble des bibliothèques universitaires, le report également des achats de livres à 2015 et la fermeture définitive de la bibliothèque médicale de Boulogne. Interasso UVSQ, première organisation représentative des étudiants, demande à rencontrer la direction et à revenir sur cette mesure alors que débutent bientôt les examens. L'organisation qui demande également à la région et aux élus de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin d'intervenir. Comme à chaque printemps, les déclarations d'impôts sont arrivées dans les boîtes aux lettres. Plusieurs changements sur le plan pratique mais aussi fiscal. Si le barème a été dégelé permettant aux ménages ayant des revenus stables de payer moins, il faudra aussi prendre en compte la baisse du plafond du quotient familial ou encore la baisse du plafond des niches fiscales. Catherine Zulato fait le point ce soir sur la situation fiscale dans le département des Yvelines. Les Yvelines comptent 738 179 foyers fiscaux et parmi eux, 68% sont imposables. Ces 68% de foyers imposables ont permis en 2013 au service des impôts de recouvrer un peu plus de 2,5 milliards d'euros. Certains contribuables paient l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Le service des impôts des Yvelines a enregistré 15 197 déclarations soumises à l'ISF. Cela concerne les contribuables dont le patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d'euros. Les contribuables ont jusqu'au mardi 20 mai pour déposer leurs feuilles papier et jusqu'au 10 juin s'ils déclarent en ligne. En 2013, 44% des foyers yvelinois avaient choisi ce mode de déclaration. Si vous souhaitez des informations, des renseignements, le département dispose de 9 centres des finances publiques, dont un à Saint-Quentin en Yvelines, qui sera ouvert sans discontinuer de 8h30 à 16h du 5 au 20 mai. Les invités de ce 24 avril, à présent, Alain Aubrier, bonsoir. Vous êtes commissaire général de la prairiale à Montigny, membre du Lions Club également, l'une des plus importantes ONG au niveau mondial. Et puis Frédéric Pellegrin, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le vice-président, l'actuel vice-président du Lions Club de Montigny. Samedi et dimanche, 11e édition de cette fête des fleurs et des jardins. Ce sera comme d'habitude à la ferme du Manet. Comme d'habitude également, les bénéfices iront à la lutte contre la cécité. On va revenir tout d'abord sur l'origine de cette manifestation, comment les prairiales se sont mises en place il y a maintenant 11 ans, 10 ans. C'est la 11e édition, ça a commencé en 2003. Il n'y a eu aucune interruption et ça prouve l'intérêt du public pour cette manifestation qui attend cette période de l'année pour enrichir son jardin. Cette manifestation est partie d'une discussion qui est du Lions Club et de la ville de Montigny en disant il se passe quelque chose de bien à Rambouillet si vous montiez la même chose à Montigny. Et comme c'était le Lions Club de Rambouillet qui avait lancé ça, eh bien on a lancé la même opération à Montigny
Malheureusement, pour Rambouillet, la manifestation s'est arrêtée, mais pour nous, à Montigny, elle se porte très bien. Elle se poursuit, 11e édition. Dès le début, il était forcément question de solidarité et d'aide également envers ces personnes qui sont atteintes de cécité. L'un des buts du Lions Club est d'aider les personnes non-voyantes ou atteintes de cécité. Donc il y a eu un paquet de campagnes internationales dans ce domaine-là, et notre club a choisi pour cette manifestation la lutte contre la cécité, sachant que pour d'autres manifestations comme Armanais, on choisit la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça. On peut choisir d'autres thèmes, mais on a préféré pour cette manifestation choisir la cécité, et on est en partenariat avec l'école de chiens guides d'aveugles de Paris et de la région parisienne. Cette école de chiens guides a été, comme toutes les écoles de chiens guides en France, financée au départ par les Lions Club, qui ensuite ces écoles ont pris leur indépendance. Et les fonds récoltés lors de chacune des manifestations permettent justement d'acheter ensuite ces chiens guides. Alors, on n'achète pas un chien, on participe à son financement. Parce que ça coûte à hauteur de 15 000 euros. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que si on prend un chien, son achat, sa vaccination, son éducation, les frais vétérinaires et sa retraite, parce qu'il y a un chien vers 9 ans part en retraite, eh bien, on considère que ça coûte à peu près 15 000 euros. Quels sont les objectifs de cette année? L'an dernier, plus de 10 000 euros récoltés. Pour le vice-président, quel est l'objectif fixé cette année? On va essayer de faire autant, aussi mieux. Après, on a un paramètre qui est impondérable, sur lequel on n'a aucune influence, c'est la météo. On expose donc environ 60 stands tournés sur la vente de fleurs et de plantes. Donc la majorité est en plein air, dans une prairie, sur la ferme du Manet exactement. Donc là, l'influence de la météo sera fondamentale pour encourager les gens à venir nous rencontrer, à venir se promener déjà. Alors, comment ça va se dérouler? Il y a cette manifestation principale, il faut payer un droit d'entrée et puis ensuite on peut papillonner d'un stand à un autre. Il y a des animations également, des conférences qui sont prévues. Le prix d'entrée, c'est 2,50 €. Ce billet est uniquement payé par les adultes, c'est-à-dire que les enfants ne payent pas. Une famille qui vient ne paye que 5 €, ce qui n'est pas hors de prix, ça permet à tout le monde de venir, mais de faire un geste de solidarité. Et avec ce billet, on peut entrer autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut vider la prairiale de toutes les plantes avec un seul billet. Alors, est-ce qu'il y aura aussi d'autres animations qui sont... Alors, il y aura d'autres animations. Il y aura une animation en partenariat avec l'UCPA, à la ferme du Manet, où on aura samedi après-midi de 14h à 17h et dimanche aux mêmes heures, des promenades en poney. Et on aura une ou deux manifestations, on n'a pas encore finalisé le programme, d'une part sur les pierres et d'autre part sur la partie écologique d'un jardin. Donc on organise deux conférences le samedi, 2 conférences le dimanche, et on aura mis le programme à l'entrée. En gros, il y en aura une vers 15h et une vers 17h. On voit des images des précédentes éditions, ça mobilise énormément de monde. Comment ça se passe l'organisation pour le Lions Club? Alors la prairiale est une action qui est quand même très importante pour nous, club de Montigny, les 3 villages exactement. Grosso modo, tous les membres du club sont sollicités, donc environ 15 personnes participent à la hauteur de leur capacité et de leur disponibilité aussi. Ça a commencé dès aujourd'hui pour quelques préparatifs sur le site et ça continuera jusqu'à lundi pour le démontage, le nettoyage, le retrait de la signalétique qui est inhérente à ce salon-là, tout simplement. On parlait tout à l'heure des objectifs financiers, puisque c'est important, c'est une manifestation solidaire, vous l'avez bien compris. Vous me disiez avant que ne débute cet entretien, avant que ne débute le journal, que vous saviez déjà à peu près que vous alliez récolter au moins 6 000 €, ça c'était sûr? Oui, ça c'est à peu près sûr, puisque les commerçants ou les exposants ont un droit de participation qui est faible. Hein. C'est 10 fois moins cher que Saint-Jean-de-Bourgard, par exemple. C'est vraiment un grand stand coûte 170 € à peu près. Et donc les commerçants réservent leur stand et ça nous permet d'avoir déjà un petit volant financier, mais surtout de payer tous les frais fixes qui sont la sécurité, la sonorisation, des choses comme ça. On a, disons, entre 2 et 3 000 € de frais fixes pour pouvoir monter la manifestation. Le panneautage, toute la communication qui est à faire. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler de cette manifestation 11e prairiale, ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, samedi 26, dimanche 27 avril. Merci encore à vous deux.
Si vous êtes un amoureux des plantes, justement, ce week-end sera chargé en marge de ces prairies à la Montigny-le-Bretonneux. Les serres municipales d'Élancourt vont ouvrir leurs portes ce samedi. Les jardiniers de la mairie vont exposer leurs plus belles créations florales et aussi livrer quelques-uns de leurs précieux conseils. Visite en avant-première avec ce reportage. À Élancourt, les 3 fleurs qui s'affichent sur les panneaux de la ville ne doivent rien au hasard. Dans les serres municipales, André, le responsable de la production, s'active avant le rush du printemps. Moi, mon job, c'est surtout de rester pratiquement sur les serres et tout ce qui fait déco sur la ville. Tout ce qui est décoration intérieure, florale, pour toutes les manifestations culturelles, sportives. Rempotage, repiquage ou mise en place des jardinières et des massifs dans la ville, ce sont les jardiniers qui donnent de la couleur dans les rues. C'est un petit peu le phénomène de mode. On a vu que il y avait beaucoup de gens l'année dernière qui préféraient le rose, un petit peu le blanc. Donc on s'est dit cette année, on va essayer le rose blanc, et puis l'année prochaine on choisira un autre coloris, quoi. On prend un petit peu la température avec les portes ouvertes. En 2013, la commune a consacré 87 000 € à son fleurissement. Hervé Bernet, le responsable, a vu la ville changer depuis son arrivée. Il n'y avait quasiment rien ici. On arrivait tout ça, on arrivait là maintenant. C'est bien, quoi. Je veux dire, c'est sympa. Bon, puis même pour la ville, quoi. Je veux dire, ville fleurie, c'est quand même plus agréable. Enfin, je pense, j'espère. Pour tous les amateurs de belles plantes, les serres s'ouvrent au public ce samedi 26 avril. Un moment de partage qui permet aux jardiniers de préparer les prochaines saisons. C'est important d'échanger avec les gens qui sont sur la commune, parce que ils ne se rendent pas compte forcément du travail que ça représente aussi à l'intérieur. Ils voient sur la ville comment c'est positionné, mais derrière tout ça, il y a un travail quand même qui est assez important sur l'année. Plus de 400 curieux s'étaient bousculés les années précédentes pour recevoir les conseils avisés des jardiniers. Ouverture des portes à 9 h. On quitte la nature pour parler urbanisme. À présent, la préfecture se modernise. Des travaux sont prévus pendant une durée de 9 mois. Ce qui va changer pour les usagers, c'est avec les explications de ce sujet. C'est parti pour 9 mois de travaux à la préfecture des Yvelines. Les services situés avenue de l'Europe à Versailles ferment au public, là où plus de 300 personnes transitent chaque jour. Ils y viennent notamment pour des documents liés à la route ou des demandes de titres pour les étrangers. Le temps des travaux, un important dispositif de substitution est donc mis en place. Au programme, plusieurs changements pour la délivrance d'une carte grise, d'un permis de conduire ou d'un renouvellement de titre de séjour pour les étrangers. Inutile de se déplacer, toutes les démarches se feront par voie postale en téléchargeant les documents sur le site internet de la préfecture. Et d'autres changements sont aussi à prévoir. Pour les militaires et les pompiers qui veulent des passeports de mission, ça se fera à la mairie de Versailles, qui nous a gracieusement prêté un local. Et puis pour d'autres démarches, nous avons donc réouvert ici l'ancien hall d'accueil de la préfecture, rue Jean Houdon, pour une partie des démarches d'étrangers, notamment les demandeurs d'asile ou les demandeurs de premier titre de séjour ou les demandeurs de titres spéciaux, commerçants, artistes, etc. Nous ouvrons également un local rue de Noailles, près de la gare des Chantiers, pour d'autres types de démarches, et également pour les personnes qui demandent leur naturalisation française ou celles qui veulent un titre de voyage pour leur enfant mineur. Et quant aux remises de titres de séjour, elles seront faites à la mairie de Trappes qui nous a prêté un local sécurisé de façon à recevoir les personnes et à leur donner leur titre de séjour. Un hall désuet, très sonore, une ventilation incorrecte, il fallait des conditions plus modernes d'accueil. Un des premiers travaux de l'architecte, structurer le hall en organisant au mieux les services et les flux de circulation, mais pas seulement. Second travail, c'est la qualité de l'espace avec l'aspect lumière, l'aspect thermique évidemment. Faire en sorte que sous la verrière, qui est un espace très chaud aujourd'hui, nous n'ayons pas ces effets d'apport thermique et que nous traitons avec des systèmes de brise-soleil. Et puis dans les zones au contraire qui sont trop sombres, nous avons des systèmes de puits de lumière que nous implantons de façon à capter la lumière et avoir un éclairage naturel qui vient inonder de lumière les nouveaux espaces. Réouverture prévue fin janvier, début février 2015. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur notre antenne.